Israël pourrait raser Gaza en quelques jours. Pourtant, 2 millions de Palestiniens sont encore là. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas une question pour défendre un camp. Ce n'est pas une question pour minimiser la souffrance. C'est le genre de question que le droit international pose quand il doit prouver un génocide. Parce que vous avez vu les images, des quartiers entiers effacés, des dizaines de milliers de morts civiles. Et en vous, quelque chose s'est cristallisé. Une conclusion. La conclusion que, si une armée fait ça, c'est qu'elle le veut. Mais vouloir exterminer un peuple en tant que peuple, ce n'est pas la même chose. Éprouver cette différence devant un tribunal international, c'est l'un des exercices les plus exigeants du droit. Pour comprendre comment on prouve une intention, il faut revenir à l'exigence qui se cache derrière ce mot. Bienvenue sur Gaza, génocide ou propagande. Une enquête documentaire sur l'accusation la plus grave du droit international. Depuis le prologue, vous savez que derrière ce mot, il y a une exigence, une seule. Prouver une intention que personne ne déclare, que personne ne signe, que personne ne voit. Aujourd'hui, une seule question, la question centrale. Comment prouve-t-on qu'une intention existe vraiment ? Pour comprendre ça, il faut partir d'un fait simple. Un fait que tout le monde oublie. Les États ne publient pas leurs intentions. Aucun gouvernement ne signe un document disant « Nous voulons exterminer ce peuple ». Ça n'existe pas, ça n'a presque jamais existé. Alors voici le problème que les tribunaux internationaux affrontent depuis toujours. Comment condamner une intention que personne n'a déclarée ? Une réponse a pourtant été trouvée. Elle s'appelle l'inférence raisonnable. Le principe est simple. Si les actes commis ne peuvent s'expliquer que par cette intention, et elle seule, alors cette intention peut être déduite. Sans aveu, sans document signé, sans déclaration officielle. Les actes parlent et le droit les écoute. Mais ce principe contient une condition, une seule. Et c'est elle qui va tout changer, parce que si cette condition n'est pas respectée, tout le raisonnement s'effondre. Cette condition, vous la connaissez déjà, pas dans les textes de loi, mais instinctivement. Imaginez la scène. Un patient arrive, fièvre élevée, vomissements, douleurs abdominales intenses, globules blancs qui explosent. Tout crie « appendicite ». C'est évident, trop évident. Mais un bon médecin ne saute pas dessus, parce que ces mêmes symptômes peuvent raconter une toute autre histoire. Une infection urinaire, une gastro-entérite, une diverticulite. Maintenant, imaginez que ce patient, ce soit vous, et qu'un médecin vous ouvre le ventre alors que vous n'en aviez pas besoin. C'est ça, le risque quand on conclut trop vite. Mais notre médecin, lui, il fait ce que tous les bons médecins font. Il passe en revue toutes les autres explications possibles, une par une. Il les élimine, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une seule. Et seulement là, il tranche. C'est ça que la science médicale appelle le diagnostic différentiel. Et c'est exactement ce que doivent faire les juges internationaux avant de conclure à une volonté d'extermination. Ils doivent vérifier si une autre explication tient debout. Une seule suffit. Et tout s'écroule. Et c'est ici que le raisonnement devient beaucoup plus exigeant que ce que la plupart des gens imaginent. Parce que le droit international ne permet pas aux juges de dire « les destructions sont énormes, donc l'intention devait être génocidaire ». Non, le droit impose une condition d'une sévérité extrême, mais une seule. Ces actes ne doivent s'expliquer que par cette intention, pas surtout, pas probablement, uniquement par elle. Ce petit mot « que », c'est toute la rigueur du système. Parce qu'il veut dire quelque chose de très simple. Si une autre explication existe, une explication raisonnable, qui explique les mêmes destructions, les mêmes décisions, les mêmes actes, sans supposer la volonté d'effacer un peuple, alors l'inférence tombe. Instantanément. C'est ça l'inférence raisonnable. Et c'est là que se pose la question qui va guider toute cette enquête. Quand certaines institutions ont conclu à l'intention génocidaire d'Israël, ont-elles fait ce travail ? Ont-elles vraiment examiné chaque autre explication possible ? Et les ont-elles écartées, une par une ? Parce que maintenant, il ne s'agit plus de théorie, plus de principe, plus de droit abstrait. Il s'agit de Gaza, du réel, des faits. Et de savoir si dans ce réel, une autre explication tient debout. Et c'est là que la méthode devient indispensable.
Alors posons la question concrètement. À Gaza, est-ce qu'une autre explication tient debout? Une explication qui n'aurait rien à voir avec l'intention d'extermination. Pas dans l'abstrait, mais dans les faits. Revenons au 7 octobre 2023. Ce matin-là, quelque chose de sans précédent se produit. « 1200 personnes massacrées en quelques heures. Des familles entières. Des bébés. 251 otages emmenés sous terre. C'est le bilan le plus lourd pour le peuple juif depuis la Shoah. 3 jours plus tard, l'armée israélienne frappe Gaza avec une puissance de feu considérable. Des quartiers entiers rasés. Un bilan civil massif. Une catastrophe humanitaire réelle. Documentée, indiscutable. Voilà le point de départ. Et face à ça, 2 lectures s'affrontent. 2 lectures sérieuses. Documentées, chacune explique les mêmes destructions, les mêmes décisions, les mêmes actes. Première lecture, l'offensive est la continuation d'un projet. Un projet d'élimination progressive du peuple palestinien. Le 7 octobre n'est pas la cause, c'est le prétexte. La destruction de Gaza était planifiée, l'intention existait avant. Parce que le niveau de destruction ne peut pas s'expliquer par une opération militaire ordinaire, les frappes sur les hôpitaux, les destructions d'infrastructures civiles. L'ampleur des pertes, tout cela dépasse ce que la guerre contre un ennemi armé exige. Ce n'est pas de la guerre, c'est de l'effacement qui ne peut être guidé que par la volonté d'extermination. C'est l'hypothèse génocidaire. Elle est sérieuse. Elle est défendue par des juristes, par des institutions internationales. Elle ne sort pas de nulle part. Deuxième lecture, tout aussi sérieuse. L'offensive est une réponse militaire réactionnelle. Une démocratie frappée au cœur par une organisation qui ne se bat pas comme une armée classique. Le Hamas n'est pas une armée conventionnelle. Il ne combat pas à découvert. Il opère depuis des tunnels sous les hôpitaux, depuis des dépôts d'armes dans des écoles, depuis des postes de commandement enfouis sous des immeubles résidentiels. Ce n'est pas une accusation. C'est documenté par des journalistes, par des enquêtes indépendantes, par des images satellites. Alors, la deuxième lecture dit ceci. Dans un tel environnement, toute opération militaire sérieuse produit des destructions civiles massives. Pas parce qu'on veut tuer des civils, mais parce que l'ennemi s'est organisé pour qu'il soit impossible de ne pas les tuer. La destruction ne serait donc pas le but, elle serait le coût. Le coût d'une guerre asymétrique, parmi les plus complexes de l'histoire militaire moderne, dans l'un des espaces urbains les plus denses du monde. 2 lectures, 2 explications. Toutes les 2 cohérentes, ces 2 lectures ne s'annulent pas. Elles coexistent dans les mêmes images, les mêmes chiffres, les mêmes ruines. Et c'est précisément là que le diagnostic différentiel devient indispensable. Parce que dans le cas de Gaza, le principe de l'inférence raisonnable ne demande pas laquelle de ces 2 lectures est vraie. Il demande quelque chose de plus exigeant. Est-ce que la deuxième lecture tient debout? Parce que si la deuxième lecture tient, même partiellement, même imparfaitement, vous vous souvenez de ce que ça signifie? L'inférence raisonnable tombe, instantanément. Et si l'inférence tombe, on ne peut pas conclure à l'intention génocidaire. Alors abordons ce que cet épisode ne peut pas esquiver. Face à ces 2 lectures, celle du projet génocidaire et celle de la guerre asymétrique, les institutions qui ont conclu à l'intention génocidaire d'Israël auraient dû faire un seul travail, un seul. Prendre la deuxième lecture, la mettre sur la table, l'examiner, l'éprouver, la tester contre les faits. Méthodiquement, sérieusement, sans sauter d'étape, et montrer, clairement, pourquoi elle ne tient pas. Pourquoi la guerre asymétrique n'explique pas tout. Pourquoi le coût de la guerre ne suffit pas à rendre compte de l'ampleur des destructions. Pourquoi, et seulement si c'est le cas, la première lecture est la seule qui reste debout. C'est ça, le diagnostic différentiel appliqué au droit. Sans cette étape, la conclusion n'a plus de base solide. Alors, regardons ce qui s'est réellement passé.
En 2024, la Commission indépendante des Nations Unies sur Gaza publie ses conclusions. Une institution sérieuse, des juristes reconnus. Une conclusion lourde, des actes susceptibles de constituer un génocide. Comment en sont-ils arrivés là? Ils ont observé les destructions, les frappes sur les hôpitaux, les pertes civiles, les déclarations de responsables israéliens, l'ampleur des dégâts, et ils ont conclu que tout cela ne pouvait s'expliquer que par une intention d'effacement. Mais voilà ce qui manque, et ce manque n'est pas un détail, c'est le cœur du problème. Nulle part dans ce rapport vous ne trouverez une analyse sérieuse de ce que produit une guerre asymétrique dans un environnement délibérément piégé. Nulle part une étude approfondie de ce que signifient des tunnels sous les hôpitaux pour une opération militaire. Nulle part une réponse réelle à cette question centrale. Dans un tel environnement, est-ce que ces destructions auraient pu se produire même sans intention génocidaire? Cette question, la question clé du diagnostic différentiel, n'est pas posée. Et quand elle n'est pas posée, vous vous souvenez de ce que ça signifie? La conclusion devient tout de suite plus fragile, beaucoup plus fragile. L'accusation de génocide peut alors continuer d'exister dans le débat politique. Elle peut exister dans l'indignation morale. Mais sur le plan juridique, au sens du droit, elle devient beaucoup plus difficile à tenir. Et ce n'est pas une attaque contre ces institutions. C'est une question de méthode. La même question qu'on poserait à un médecin qui conclut à l'appendicite sans avoir éliminé les autres diagnostics possibles. Son intuition était peut-être juste, mais son raisonnement, lui, ne tenait pas. Et c'est là que tout se joue, parce qu'une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a compris ce qui manque à la démonstration, une question s'impose, inévitablement. Alors où en sommes-nous? Vous avez maintenant une méthode, l'inférence raisonnable. Vous avez une condition, une seule explication possible. Vous avez deux lectures concurrentes, toutes les deux sérieuses, toutes les deux ancrées dans des faits réels. Et vous avez un constat. Les institutions qui ont conclu au génocide n'ont pas effectué le travail que cette méthode exige. Mais attention, ce constat ne dit pas qu'Israël n'a pas commis de génocide. Ce n'est pas ce que cet épisode affirme. Ce qu'il dit, c'est que la preuve, juridiquement, méthodiquement, selon les règles du droit international, n'a pas encore été faite. Et ça change tout. Parce que dans un tribunal, l'absence de preuves solides n'innocente pas. Elle suspend, elle dit « pas encore établi ». Elle dit « le travail reste à faire ». Et cette question en ouvre une autre, immédiatement. Si la méthode est incomplète, si le diagnostic différentiel n'a pas été fait, alors sur quoi repose réellement l'accusation? Quels sont les indices concrets que ces institutions invoquent? Les déclarations de responsables israéliens, les frappes sur les hôpitaux, l'ampleur des destructions, les chiffres, les images? Et surtout, est-ce que chacun de ces indices résiste vraiment à l'examen? Ou est-ce que certains d'entre eux s'effondrent dès qu'on les regarde de près? C'est exactement ce que cette enquête va commencer à tester, épisode après épisode. Examiner ce qui n'a pas été examiné, tester ce qui n'a pas été testé. Poser les questions qui n'ont pas été posées, et tout commence par celle-ci. Dans le cas de Gaza, quels sont les indices précis qui prétendent établir une intention génocidaire? Le prochain épisode ouvre cette question. Si vous voulez suivre cette enquête jusqu'au bout, abonnez-vous maintenant à Gaza, génocide ou propagande, et activez la cloche. Parce que ce qui arrive ensuite est plus complexe que ce que vous imaginez.